Merci, Dmitri Borisovitch. Premièrement, je voudrais remercier Abel Gazovitch. 6 années avant, j'avais la défense de ma thèse et comme ça, je suis devenu le docteur des sciences. Et maintenant, je vais passer à ma présentation. Donc, la recherche dont je vais parler est en deux parties. Premièrement, on se penchait sur les dominants du budget de Russie et l'article correspondant était publié dans le magazine des ministères des Finances. Et ici, il s'agit aussi du budget de France pour 2025. Jacques a déjà fait un grand travail en nous présentant la situation économique en France. Moi, je vais essayer de condenser ma présentation pour qu'il nous reste encore du temps pour discuter le budget français, le PLF. Donc notre représentation avec Natalia Chache, qui est maintenant en train d'enseigner à l'université de nommée après Plekhanov, maintenant on l'appelle REURF. Mais en fait, cela ne rend pas son rôle moins important. Donc, premièrement, je voudrais présenter la liste des ressources qu'on a utilisées, mais comme la situation dans l'économie politique française est assez particulière, il faut bien évidemment utiliser les ressources en ligne et aussi on a utilisé les manuels les plus récents et les recherches les plus récentes. Alors, quelques mots d'introduction. Notre objectif était de déterminer dans ce nouveau budget qui n'a pas encore été adopté, je vais expliquer un peu tout ce qui se passe du point de vue politique. Donc, c'est une situation que a évoqué Jacques déjà. La France a eu quatre gouvernements l'année précédente, quatre premiers ministres, ce qui est une situation exceptionnelle. Et dans ce cadre-là, la politique budgétaire, les finances publiques sont en train de vivre des moments assez complexes. Donc, le budget qui va bientôt, on espère, être adapté a été préparé par le gouvernement de Gabriel Attal, euh, élaboré par le ministre d'économie et de Finances, René Le Maire, très populaire, très connu, mais pas toujours très populaire. Il a démissionné et seulement le 10 octobre de l'année passée, le budget a été présenté à l'État. Donc, le plan de loi de finances, voilà. Ça, c'est le nom qu'on utilise pour ce projet de budget en France. Ensuite, ce plan de loi de finances a été complété par le gouvernement de Michel Barnier d'une manière très stricte et sévère même, ce qui a conduit à la démission du gouvernement de Michel Barnier. C'est après quoi un nouveau cabinet a été formé en décembre avec François Bayrou qui, à l'heure actuelle, euh, travaille sur, sur le même euh, plan de loi de finances, projet de loi de finances qui avait commencé il y a un certain temps avec le ministre de l'économie, de souveraineté industrielle et digitale, numérique, Bruno Le Maire. Alors, qu'est-ce que je voudrais évoquer? Euh, Autour de ce sujet, la France est un des leaders non seulement en mode et en gastronomie, mais aussi en finances publiques. Euh, donc,
La France a un ministère de Finances parmi les plus vieux dans le monde et la France donne beaucoup de place à la question de finances. Jean Bodin, un des classiques de la pensée française, disait que les finances sont les nerfs de la République. Ce qui est intéressant, la France était un royaume, non pas une république à l'époque. Alors, la situation courante est très curieuse. Le PLF préparé par sous Barnier a été rejeté par la vote de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a démissionné, mais la déclaration du 14 décembre émise par le Premier ministre François Barnier comporte sa résolution de continuer de travailler avec ce PLF. Alors, j'ai essayé de trouver les fondements juridiques pour cela parce que il y a un gouvernement qui a signé ce PLF et un autre gouvernement qui continue de promouvoir le même PLF, bien que ce PLF a été rejeté. Alors, a été, j'étais curieux, le mécanisme technique de ces événements, donc j'ai appelé des personnes que je connais au Sénat, à l'Assemblée nationale, et ils m'ont dit que voilà, tant qu'il y a cette déclaration du Premier ministre, il continue sur le même PLF. Alors, quelques chiffres. Euh, je dois dire que professeur Jacques Sapir a analysé la situation en beaucoup de détails et bien sûr les prévisions macroéconomiques sont faites en se basant sur la situation économique globale et ce qui est en train de se passer dans l'économie des États-Unis. Et donc, ces caractéristiques du contexte macroéconomique nous démontrent des points de départ euh, qui sont utilisés pour élaborer le PLF en France. Donc là, nous voyons par exemple le taux d'échange de l'euro contre le dollar, le prix du baril de pétrole, les prix de consommation dans la zone euro et le PIB en Europe et aux États-Unis. Alors, je ne veux pas parler de l'état actuel de l'économie française, je dois juste dire que j'ai l'impression que la situation est un peu meilleure de ce que nous a décrit Jacques. Je vais juste épargner un peu notre temps pour avoir plus de temps pour discussion. Donc, je vais passer à côté de cette description de l'état de l'économie française. Alors, quelques autres éléments de cette prévision macroéconomique qui sont considérés à l'élaboration du PLF. J'attire votre attention au fait que ce PLF n'a pas été adopté. La prochaine vote est demain. Et donc, euh, euh, tout d'abord au Sénat, après le 3 février à l'Assemblée nationale, et on espère que Madame Monchalin, qui est à la tête du ministère des Comptes publics, voilà, va faire de sorte que ce PLF soit adopté. Euh, donc, pour l'instant, la France travaille selon la loi de finances de l'année précédente. C'est quelque chose qu'on a vu aussi en économie russe dans les années 90. Donc, quand on a utilisé le budget, donc la loi de budget de la période précédente. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est prévu aussi dans la procédure française. Alors, si ce PLF n'est pas adopté, on pense que le Sénat va voter pour ce PLF, mais sinon, il y a le mécanisme des articles 49, 43 de la Constitution et
le gouvernement de François Bayrou pourrait adopter ce PLF pour l'année 2025 en contournant la vote euh, contre du Sénat. François Bayrou avait promis d'essayer d'éviter ces situations. Alors, les indicateurs économiques. Tout d'abord, la situation avec les importations, les exportations, qui devraient s'améliorer dans cette année 2025 et on verra aussi l'inflation baisser un peu, même si la balance commerciale reste négative. Mais le déficit de cette balance commerciale va voilà, être un peu plus petite. De manière générale, le ministère de l'économie en France considère l'état de l'économie française comme état stable. Après, sur ce diapositive, j'attire votre attention aux réductions des dépenses publiques de 60,6 milliards d'euros annoncées par Michel Barnier et autour des négociations du Sénat et Assemblée nationale, François Bayrou a fait un pas en arrière et cette réduction sera au niveau de 50 milliards d'euros. Donc, ils ont dû faire cette réduction de 10 milliards d'euros comme résultat de cette discussion, négociation politique. Mais c'est le sens même du processus d'adoption du projet de la loi finance pour trouver des solutions à différents défis. Cette réduction, euh, cette limitation de la réduction, donc la perte pour le budget pour la finance de 10 milliards d'euros, euh, la réduction du déficit du PIB sera autour, non pas autour de 5,4%, mais un peu moins. Mais c'est en tout cas quelque chose qui est positif parce que pour l'instant, le déficit du PIB est autour de 6%. Alors, Macron avait mis parmi les objectifs la stabilité financière et cet objectif est en train d'être atteint et on suppose que d'ici 2029, on ne sait pas, mais le gouvernement français est aujourd'hui sous la pression très forte de la Commission européenne. Et alors, ce type de déclaration, voilà, le budget français, le déficit du budget français ne devrait pas dépasser 3% d'ici 2029. Donc, outre les députés français, il y a aussi les bureaucrates de Bruxelles qui font l'attention. Alors, quelques éléments de ce projet de loi finance. Tout d'abord, les dépenses publiques, ça va être encore ajusté parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont discutés. Le tableau final des dépenses et des revenus n'a pas encore été produit parce que la discussion est encore en cours. Donc, ce sont des chiffres estimatifs qui figuraient dans le PLF tel que présenté. Il reste le seul PLF officiel présenté pour cette année. Mais d'ici un mois, on pourrait voir ces chiffres corrigés. Donc, les dépenses publiques seront autour de 56% et le taux des impôts obligatoires 43%. La dette publique va s'accroître de 112 à 114,7%, mais on peut se dire que, il y aura une augmentation un peu plus grande même. Alors, d'autres éléments dont je voudrais parler, j'ai peu de temps, je le sais. Alors, les sources des dépenses et des revenus selon ce projet de loi finance. On a fait ces calculs de structure. Tout d'abord,
Je ne veux pas passer d'une ligne à ligne. Là, par exemple, on a le périmètre de dépenses. C'est un nouveau terme. Donc, le périmètre de dépenses, ce sont toutes les dépenses des ministères qui ne font pas partie de la dette publique, voilà, de services, de la dette publique, etc. Ce sont vraiment les emprunts, les crédits, les assignations, comme on dit en russe normalement, donc les emprunts des ministères, le financement donc budgétaire de ces ministères. Après, la structure des revenus. Il faut dire que la France est le pays natal voilà, de l'impôt sur la valeur ajoutée et c'est une des sources principales de revenus du budget français, 106 milliards ici. Après, l'impôt sur les bénéfices des entreprises qui est aussi considérable. Alors, quelques changements très importants. Les ménages les plus riches et les entreprises les plus riches devront payer des impôts supplémentaires et cette échelle progressive qui va déterminer à partir de quel niveau de revenu elles vont être imposées cet impôt. Ce nouvel impôt, c'est une des raisons pourquoi ce PLF a été rejeté précédemment. Alors ici, je décris ce type des entreprises avec certains niveaux de revenus et c'est une innovation qui est assez similaire à ce qui vient de se passer en Russie. Voilà, donc c'était un processus qui a commencé il y a quelques années et qui a réussi. Donc, il y a de nouveau taux d'imposition. Un autre élément important, c'est la transition écologique, la transition verte. Vous connaissez bien sûr les déclarations de Donald Trump qui va mettre fin à la politique verte, à la politique écologique, alors que la France, euh, de par ses paroles et de par ses actions, est très loin de mettre fin à l'agenda vert, à l'agenda écologique. Mais euh, voilà, il faut dire que pour l'instant, le gouvernement actuel insiste sur cet agenda écologique de transition verte et Bruno Le Maire il disait avant que la loi de finances en France est la première loi de finances verte dans le monde et cet aspect écologique et politique est très important pour le PLF. Voici les caractéristiques des différentes dépenses publiques, mais je les laisse de côté pour l'instant. Quelques mots sur les nouvelles priorités des dépenses publiques. Nous savons tous que la loi de finances française a à peu près la même structure qu'en Russie, mais nous avons des projets nationaux, des programmes nationaux, alors que dans la loi française, il y a des missions. Des missions. Voici la structure des dépenses de la loi de finances. Pour nous, ce sont les 12 articles de la classification des dépenses budgétaires et en France, ce sont des missions des dépenses. Qu'est-ce qu'on voit à la première vue? Ce sont les priorités. Les priorités de la France depuis plusieurs années. La France étant des premiers pays à investir dans l'éducation nationale, secondaire supérieure. C'est donc 19,5% de toutes les dépenses. C'est autour de 6% moins que ce chiffre en Russie. Il est difficile de comparer parce que la France est très centralisée
comme un État et même les enseignants au lycée voilà, sont au service public et sont payés directement par le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, et bien sûr, l'éducation, les études supérieures, il y a un ministère spécial pour ça et pour les recherches. Une autre nouveauté dans ce PLF, c'est quelque chose qu'on voit en Russie aussi, ce sont les obligations financières. Donc, c'est tout ce qui est lié au règlement de la dette publique voilà les coûts de cette dette publique. Avant, tout cela existait toujours, mais cela faisait partie de l'article dédié à la balance. Et là, on le voit sur la deuxième place parce une des critiques principales, c'est la dette publique élevée, 1416% du PIB, mais on sait bien que ce n'est pas le volume de la dette publique, mais le servicement de ce dette, parce que assez souvent, la dette publique est grande, mais elle est bien gérée. Voilà pourquoi la- le pays est marqué comme triple A, mais il y a d'autres pays qui peuvent avoir une classification très inférieure à cause de la manière de gérer cette dette. Après, un autre élément, c'est la croissance des dépenses liées à la défense. Le contexte est évident, je pense, et Jacques pourrait peut-être en parler plus en détail que moi. Alors, je voudrais juste dire que les programmes de modernisation des bateaux nucléaires qui sont au service de la France. Donc, il y a une croissance de cette modernisation. Il y en a quatre bateaux qui sont au service de la marine française à l'heure actuelle, bateaux nucléaires. Euh, et le développement des sous-marins atomiques, c'est quelque chose qui est beaucoup promu en France actuellement. Alors, on- on a vu hier un entretien avec François Bayrou et il parlait de son idée de réunir dans un seul ministère le ministère des Armées, de la Justice, de la Défense, etc. Donc, c'est un des sujets aussi qui se discutent beaucoup en France. Euh, Peut-être il faut dire que la structure de la loi de finances euh, doit, voilà, ça doit être en concordance avec la loi de programmation des finances publiques. Euh, Quelques mots sur les dépenses sociales. François Bayrou avait promis de réduire de 3,7 milliards la dette, la dette sur sur le revenu. Donc, l'agenda social que les socialistes français demandent est en quelque sorte mis en œuvre. Et après, tous les blocs, toutes les parties liées aux dépenses locales, l'augmentation de l'efficacité. Si vous me le permettez, je vais passer à tous ces détails et plutôt faire une présentation un peu plus générique. Et pour conclure, quelques conclusions donc. Le PLF comprend des nouvelles stratégies budgétaires qui, dans les conditions du contexte global macroéconomique marqué par ralentissement de la croissance par la décroissance du PIB, la volatilité de l'inflation et la baisse des prix d'énergie, ces conditions ont été plutôt bénéfiques pour
formulation de la nouvelle loi de finances. Des nouvelles mesures fiscales devraient renforcer l'aspect social, la nature sociale de l'État et l'imposition fiscale est de plus en plus écologique. Il y a ce nouveau terme de périmètre de dépenses que j'apprécie beaucoup. Donc, tout ce qui concerne les pensions et les dépenses pour le fonctionnement des ministères. Et il faut bien sûr attirer de l'attention sur le fait, sur l'importance plutôt, sur l'importance du bloc lié à l'éducation nationale dans la loi de finances, même si les dépenses de défense euh, s'augmentent aussi. Et pour terminer, euh, le jardin de Luxembourg sur cette photo, le Sénat qui travaille et qui a joué un rôle primordial dans la discussion de la loi de finances cette année. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mstislav Platonovitch. Et entre-temps, je voudrais poser la question très simple peut-être. Il est évident que la France ait beaucoup plus d'expérience avec l'organisation de l'élaboration du budget et avec le processus budgétaire que la Russie. Et avec ça, je voudrais vous demander quelles sont les expériences positives et quelles technologies budgétaires la Russie pourrait emprunter de France pour améliorer son propre processus. Réponse. Merci pour cette question. Yevgeny Bushmin, qui n'est pas parmi nous maintenant, mais il a publié un livre sur l'efficacité du processus budgétaire. Donc là, il essaie de prouver que, en fait, en quelle mesure les groupes, les partis et les groupes lobbyistes différents, en quelle mesure ils influencent la formulation du PLF. Et en fait, l'engagement de l'Assemblée nationale et du Sénat dans ce PLF, c'est sans précédent. Chez nous, le Conseil de fédération s'engage dans ce processus selon ses propres initiatives. Deux fois, il présente centaines de pages pour l'amélioration du projet de budget, mais en fait, il n'y a pas de force juridique là, rien du tout. Donc, le gouvernement accepte ce document et ils disent qu'ils vont le prendre en compte, mais c'est tout. Mais en fait, ce bloc, la discussion du budget parlementaire, cela est très important. Donc, c'est vraiment conceptuel. Quand, après la Grande Révolution française, ça a changé et on a commencé de présenter les rapports sur le budget, sur les comptes d'État, cela est très intéressant. Et il est très intéressant de voir comment ce processus est organisé. Il est très intéressant de voir ces discussions en ligne quand dans l'Assemblée nationale, ils ont discuté chaque indicateur, chaque paramètre. C'était 2 jours et 2 jours. On peut le voir en ligne. Donc, ça, c'est un commentaire général. L'intégration et la participation des parlementaires dans le processus de formulation du budget. Après, on peut noter ce volonté de mener la politique stricte, austère. Donc, il faut vraiment avoir la volonté politique pour diminuer les dépenses du budget par des pourcents. Puis,
priorisation de l'écologie, de la formation. Ça, c'est la priorité depuis Napoléon. Euh, L'ordre du jour dans le cadre de la défense. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on voit en quelle mesure il prête attention aux revenus et comment il essaye de maintenir le principe de la justice sociale. Bien évidemment, on peut critiquer la situation et on ne peut pas attendre la justice sociale, mais il est important de noter tout cela, tous ces essais. Merci. Donc, il faut pas seulement augmenter le rôle des parlementaires, il faut aussi l'ajouter à la législation pour l'élaboration du projet de loi de finances. Et en ce que je comprends, il nous faut des procédures pour la formulation des dépenses et des revenus. Et si vous, si vous écrirez un article sur cela, cela pourrait être très bien. Et moi, je vois la main de Jacques Sapir, après Anton Moïseev et après Monsieur Gambigan, dans cet ordre. Jacques, c'est à vous. Merci beaucoup, Dima. Euh, alors, j'ai vraiment admiré l'exposé fait par Mstislav Afanassiev et qui était extrêmement brillant et qui a dit beaucoup de choses qui sont très, très, très importantes. Donc, je voudrais, moi, intervenir plutôt sur des petits points. Pardon, excusez-moi. Non, non, je suis bien. Je voudrais, moi, intervenir sur des petits points de correction. Alors, première correction, les évaluations du déficit. Elles ont été faites il y a 4 jours, je pense. Non, même pas. Elles ont été faites vendredi dernier. Le ministre s'est exprimé devant le Parlement et il a dit que le déficit budgétaire pour l'année 2024 serait de 6,1% et il a rappelé que l'objectif de déficit budgétaire pour l'année 2025 se situait entre 5,1% et 5,4%. On lui a posé la question de savoir est-ce que ça serait plutôt 5,1 ou 5,4 et il a dit très honnêtement d'ailleurs qu'il pensait que ça serait beaucoup plus probablement 5,4. Bon, donc ça c'est un point. Deuxièmement, sur les prévisions de croissance. Là, je pense que la présentation de Mstislav a utilisé des chiffres qui sont dépassés. La Banque de France et l'INSEE ont prévu pour l'année 2025, avant la chute du gouvernement Barnier, 0,8% et non pas 1,1%. C'est un point important. Comme il y a eu la chute du gouvernement Barnier et comme dans les faits, toutes les activités d'investissement des entreprises et de lancement de nouvelles productions sont suspendues, il y a aujourd'hui des prévisions beaucoup plus pessimistes. On s'est calé avec 2 collègues sur celles qui ont été faites par le MEDEF, qui est donc l'organisation du patronat français, et qui pense que ça sera plutôt 0,6%. Donc attention, là je pense que pour le coup, la présentation de Mstislav a un petit peu péché par optimisme, ou plus précisément, les chiffres qu'il donne, c'était les chiffres qui circulaient fin novembre, mais ce n'est pas les chiffres qui ont été réestimés donc au début décembre. Après, c'est vrai que nous avons ce qu'on appelle des lois de programmation. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'un ministère demande à ce que le Parlement s'engage sur des dépenses budgétaires sur 3 ans ou sur 5 ans. C'est le cas notamment du ministère de la Défense.
Donc, ces lois de programmation sont votées, mais elles peuvent toujours être modifiées par la loi de finances qui est prise dans le cours de cette loi de programmation. Alors, ça peut sembler un petit peu étrange que l'on vote une loi de programmation, par exemple, de 2023 à 2028, et puis après, que quand le budget est voté en 2024, 2025, 2026, ça puisse ne pas correspondre à cette loi de finances. Mais là, le problème est constitutionnel. C'est le Parlement qui, en définitive, a le dernier mot sur le budget de la France. Et donc, un vote du Parlement peut toujours modifier un vote précédent. C'est un principe de droit politique, de droit constitutionnel important. Bien. Enfin, par rapport je dirais, aux points négatifs et aux points positifs de la procédure française, moi, je pense qu'il faut faire attention là-dessus. C'est vrai que le Parlement, que ce soit le Sénat ou que ce soit l'Assemblée nationale, hein, je rappelle que nous avons deux assemblées en France, on appelle Parlement l'ensemble de ces deux assemblées. Bon, en fait, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot en matière budgétaire. Tiens. Donc, c'est vrai que les commissions qui existent dans le cadre de ces deux assemblées sont des commissions extrêmement professionnelles et qui font un travail remarquable. Par exemple, sur la question du budget, il y a deux commissions. Il y a la commission aux affaires économiques et il y a la commission au budget. La commission aux affaires économiques est actuellement dirigée par un député d'extrême gauche, Monsieur Éric Coquerel, mais qui fait un très bon travail. C'est incontestable. Et la commission au budget est dirigée par un député du centre, Monsieur Charles Amédée de Courson, qui est d'ailleurs un homme assez âgé, il a 75 ans, il est élu depuis 35 ans d'affilée qu'il est élu, mais qui aussi connaît parfaitement toute la procédure et qui fait aussi un travail remarquable. Bon, donc ces commissions font un travail extrêmement important, mais c'est le gouvernement qui a en définitive le contrôle du processus. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement qui peut décider d'engager la confiance. Alors, techniquement, ça s'appelle l'article 49.3. Et s'il n'est pas renversé, donc s'il n'a pas de majorité contre lui, c'est la proposition du gouvernement qui est considérée comme adoptée. Donc attention, c'est vrai que la pratique parlementaire s'est beaucoup renforcée ces 20 dernières années et que les commissions du Parlement et les commissions de l'Assemblée nationale notamment sont extrêmement professionnelles et font un travail très souvent remarquable, mais en définitive, si le gouvernement considère qu'un certain nombre de propositions qui ont été mises dans le projet de loi de finances, le PLF, s'il considère qu'un certain nombre de propositions ne correspondent pas à ce qu'il veut, il peut réimposer son projet initial et l'imposer cette fois-ci à travers le 49.3. Alors après, où le 49.3 ne donne pas lieu à un vote de censure et le projet de budget est adopté, où il donne lieu à une motion de censure et le gouvernement est renversé. Ce qui s'est passé pour Michel Barnier au mois de décembre dernier. Donc voilà quelle est la situation. Et de ce point de vue-là, je dirais que je serais un petit peu moins optimiste que Mistislav sur le pouvoir réel du Parlement qui me semble malgré tout très limité
je dirais, par la Constitution de la Ve République. Un dernier point, dans la Constitution de la Ve République, l'introduction de cet article 49.3 a été décidée spécifiquement pour les questions budgétaires. Alors que les gouvernements successifs, notamment depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, aient détourné cette procédure et l'utilisent maintenant sur de nombreux autres sujets, c'est un fait, et c'est un fait qui fait partie de la pratique politique en France. Mais quand on regarde les discussions autour de la Constitution de la Ve République, donc les discussions qui ont eu lieu en 57, 58, 59, l'idée de l'engagement de la confiance du gouvernement sur un projet de texte était normalement strictement limitée aux questions budgétaires. Voilà. Oui. Merci beaucoup, Jacques, pour votre commentaire. Et maintenant, c'est à Anton Moïseyev. C'est à vous? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mstislav, pour cette présentation. Moi, j'ai une question de niveau macro qui est liée à la discussion du PLF. J'ai vu que dans le tableau des pronostics, il y a des différences. La parité de pouvoir d'achat ne correspond pas à la croissance de revenus. Cela peut être le cas si les revenus sont récoltés par les plus riches. Mais avec la distribution égale, cela pourrait être le cas. Mais si la situation est telle qu'elle, donc les plus riches reçoivent plus de revenus, mais leurs dépenses n'accroissent pas, donc l'épargne doit augmenter. Mais dans les pronostics, on voit qu'il y aura la compensation dans les chiffres pour les ménages pour l'année suivante, mais cela n'explique pas ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas de statistiques? Est-ce qu'on ne voit pas l'argent épargné, par exemple, déposé en crypto où il y a la fuite des capitaux de France et c'est pourquoi les dépenses ne croient pas? Ne croissent pas. Ou par exemple, il y a l'imposition sur les richesses, sur la richesse, ou quelque chose qui pourrait expliquer cette croissance des revenus disproportionnée, comme c'est perçu par la société. Merci. Si vous pouvez la répondre, je serai reconnaissante. Reconnaissant. Merci beaucoup, Jacques. Merci, Anton. Je vais commencer par les commentaires de Jacques. Moi, je suis d'accord avec tous ces commentaires, mais dernièrement, le dernier commentaire, oui, par rapport aux croissances du PIB, oui, on a vu les prévisions de la Banque de France et l'ANSEE, mais nous, on essaie d'utiliser les données qui sont utilisées par les ministères de l'Industrie et des Finances du souveraineté digitale et économique de France et industrielle de France. Mais c'est vrai que
prévisions actuelles sont plus pessimistes, mais je suis tout à fait d'accord avec les autres commentaires. Merci. En ce qui concerne la question d'Anton, là, il est plus difficile pour moi de répondre parce que ici, il s'agit des finances des ménages, mais je peux dire que ce que j'aime dans le cadre du PLF de France, le document dit pas seulement qu'il vise la prospérité des ménages, non, il dit que la parité de pouvoir d'achat doit croître par 2% en 2025. J'ai eu cette conversation avec un collègue que c'est très bien de voir ça en chiffres précis, les objectifs qu'on vise par ce loi de finances, par combien de pourcents on veut améliorer la situation pour les ménages en Russie. Après, par rapport à ce commentaire d'Anton, oui, l'imposition sur les revenus des plus riches, on voit les chiffres de seuil sur les revenus pour les différents types d'imposition et pareil pour l'entreprise, on a ces seuils. C'est vrai que les entreprises et les grands ports, par exemple, vont payer les impôts. Donc, il y a des personnes légales et physiques qui vont assumer cette responsabilité financière. Donc, votre hypothèse, Anton, est très exacte. Abel Gazovitch, c'est à vous. Alors, l'Union européenne, comme vous le savez, développe lentement. Il stagne. La statistique nous disait que la croissance est au niveau d'1% pour l'année dernière. Mais la France, dans ce contexte, montre une situation très optimiste et la France montre la croissance d'1,1% et en Angleterre, par exemple, c'est 0,1. L'Allemagne, ils ont baissé leur prévision, c'est proche à 0. Pour l'Italie, c'est 0,5. Donc en France, c'est pas si mal. Mais il est très intéressant qu'en France, en 2024, on voit le nombre le plus grand des licornes parmi les autres pays européens. Donc en France, le chiffre est 32, en Allemagne c'est 25 et c'est encore moins dans les autres pays. Et si on voit le volume de produit interne brut en France en dollars, et on applique le taux d'échange de marché, donc on ne voit pas, on regarde pas le pouvoir d'achat. Là, la France est égale à Angleterre, 2,8 trillions de roubles. Et la Russie a 1,6 trillion de roubles. Et la Russie est la 11e et ne prend pas la 5e place comme la France. Et pour les licornes en Russie, bon, Wildberries, certains l'appellent licorne, mais il ne s'agit pas de 32 comme en France. Donc, ça dépend de l'optique. Donc, c'est ça mon commentaire, juste un ajout.